Salut, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'il y a un truc sur ma caméra, espérons que ça se voit pas. Désolée, je suis fatiguée, on va essayer d'avoir l'air un peu plus en vie. Je venais vous parler de mes lectures de janvier. Voilà, tout simplement vous faire un petit bilan de lecture. Alors premièrement, il y a un livre dont je ne vais pas parler, il s'agit du premier tome de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui est au programme du club de lecture, que j'ai donc fini mais dont on va parler. Alors je ne sais pas quand sera publiée cette vidéo, mais au moment où je filme, le live aura lieu ce soir. Je ne vais pas m'étaler dessus, étant donné que c'est du contenu réservé aux membres. Mais d'Elena Ferrante, j'ai aussi lu, alors vous voyez, je ne l'ai pas lu en entier, mais je l'inclus quand même parce que c'est un livre que j'ai quand même pas mal lu en janvier et que j'ai beaucoup apprécié parce que j'aime, et en fait il aurait eu toute sa place d'ailleurs dans l'automne intime. J'aime beaucoup les textes où les auteurs et les autrices reviennent sur leur écriture, sur leurs ouvrages et livrent leur vision finalement du processus d'écriture, de la réception des œuvres, des analyses, des interprétations. Ils reviennent aussi sur les personnages et dans Frantumaglia, je pense que je le prononce très mal, l'écriture est ma vie, Elena Ferrante revient sur sa conception de la littérature d'une manière que je trouve très intéressante et qui éclaire réellement son œuvre. Elle revient sur précisément L'Amie prodigieuse, mais pas que, sur d'autres textes que je n'ai pas lus. Ce sont des lettres qu'elle envoie à son éditrice, ce sont également des entretiens de presse qu'elle fait uniquement par écrit, étant donné qu'elle veut préserver son anonymat. Et il y a vraiment beaucoup de citations que j'ai surlignées, que j'aime beaucoup, la question de la fiction, de la réalité, le matériau d'écriture et je pense que c'est d'autant plus alors c'est toujours intéressant, mais on va dire que dans le cas d'Elena Ferrante c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un mystère qui plane. Elle en parle très bien d'ailleurs sur le fait que elle souhaite que la figure de l'autrice ou de l'auteur n'éclipse pas ou ne fasse pas trop d'ombre à l'œuvre et que l'œuvre existe par elle-même. Et d'une certaine manière je suis d'accord avec elle, mais de l'autre côté il est vrai aussi que moi j'ai tendance à penser que la biographie éclaire parfois les œuvres d'un auteur ou d'une autrice, voire souvent. Après je respecte totalement le choix de l'anonymat et je pense qu'il est très important de le respecter. Mais voilà, il y a beaucoup d'éléments et forcément la part de mystère, comme je vous disais, qui plane sur l'œuvre d'Elena Ferrante fait que avoir accès à des fragments de texte ou à des interviews qui sont de l'ordre de pas de la fiction, mais du vrai, ou en tout cas on le suppose, est d'autant plus intéressant. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, vraiment j'ai trouvé que c'était passionnant en termes de réflexion sur la littérature. C'est un niveau que je trouve quand même assez réfléchi, vraiment inspirant, qui pose beaucoup de questions, et je regrette pas du tout de l'avoir lu. En parlant de livres que je regrette pas d'avoir lu, alors... j'ai lu Nulle part et alors, qui m'a été prêté par une amie, qui est un recueil de textes qui a été coordonné par Chloé Delhomme, où il y a notamment Mona Chollet, Rokhaya Diallo, Mathilde Forget, Amandine Gay, Océan, bref, d'autres personnes. Ce sont de courts textes qui traitent tous d'une manière très différente du fait de ne pas avoir d'enfants, comme le titre l'indique, Nulle part et alors, avec une forme d'adresse un petit peu provocante au lectorat, étant donné que oui, quand on n'a pas d'enfant, on est jugé en permanence. Malheureusement, j'ai trouvé que c'était un recueil très décevant. Je pense que j'en ferai une revue un peu plus détaillée, voire très détaillée sur ma chaîne féministe, que je n'utilise plus depuis très longtemps, mais en fait je me dis que j'ai envie de parler de féminisme de manière totalement libérée, et en réalité sur cette chaîne ça n'a pas forcément sa place, sur ma chaîne principale j'ai pas envie, vous voyez. Donc voilà, je pense que je reviendrai sur ce recueil, parce que l'introduction de Chloé Delhomme, ok, mais alors après dans les autres textes, Mona Chollet, ok, c'est ok aussi, mais j'ai trouvé que ça manquait de profondeur, ça manquait d'ambition politique, ça s'excuse en permanence, et puis alors parfois ça va dans absolument tous les sens. Le texte de Rokhaya Diallo, il est pour moi lunaire, et je trouve qu'il est l'exemple parfait d'une personne qui... Alors je ne sais pas si je ne connais pas Rokhaya Diallo, donc je ne vais pas m'avancer, mais moi j'ai l'impression que Rokhaya Diallo, elle a des idées, des convictions qu'elle sait ne pas être en adéquation avec la doxa actuelle, et que donc elle essaye de faire un grand écart permanent pour tout lier, sauf que ça devient finalement un non-sens quoi. Donc voilà, si vous l'avez lu, je serais très curieuse, mais enfin voilà, je ferai une vidéo sur ce recueil. J'essaierai de revenir avec des sujets plus... en gros pour des... Dites-moi ce que vous en pensez. Pour des critiques d'essais féministes ou d'articles féministes, j'ai un petit peu envie de revenir à ma chaîne féministe, où je peux mettre des formats très longs,
ou si jamais on trouve que ce que je dis c'est pas assez consensuel, si on me strike, bah c'est pas grave, c'est pas ma chaîne littéraire, vous voyez ce que je veux dire, je veux aussi la préserver. Donc voilà, faut juste que je trouve le temps, mais franchement j'ai pris plein de notes, j'ai mis des post-it et tout, donc on verra. Ensuite, j'ai pas beaucoup lu en janvier parce que malheureusement, comment est-ce que je peux dire ça? Malheureusement, j'ai été en arrêt maladie pendant 2 semaines et je ne me sens toujours pas très très bien. Pour être franche, là c'est c'est compliqué, c'est une période compliquée, voilà, psychologiquement. Et le psychologique a des effets sur le physique, comme chez beaucoup de gens, et en plus je suis une personne qui somatise beaucoup, donc voilà, c'est... Ouais, c'est pas une bonne période, donc j'ai pas beaucoup lu parce que j'étais très fatiguée, très occupée mentalement, parce que j'étais vraiment pas dans un état où mon cerveau fonctionnait super bien, mais j'ai quand même réussi à lire, en plus de L'Amie prodigieuse, 2 livres de fiction. Alors je commence par lequel? Je commence par celui-ci, de Pénélopiade. Je ne sais pas comment il a été traduit en français. Pénélope peut-être. De Margaret Atwood. Margaret Atwood, je l'ai déjà lu avec La Servante écarlate que, malheureusement, je dois dire, je n'ai pas aimé. J'ai trouvé que le style était... plat, vide, c'est très très rare que je dise ça, mais j'ai trouvé que la série, en tout cas, moi je me suis arrêtée, je sais plus, à la saison 2, à la saison 3, en tout cas j'ai trouvé que la série était mieux que le livre, mais enfin en même temps je dis ça, et c'est le livre qui a donné l'idée de la série, donc tout le crédit revient à Margaret Atwood dans tous les cas, mais voilà, j'ai pas aimé... En fait c'est bizarre, mais La Servante écarlate me fait un peu le même effet que 1984 de George Orwell, dans le sens où on en parle beaucoup, quand on connaît l'histoire juste de nom comme ça, on a l'impression que c'est incroyable, et en fait ça l'est, hein. Mais alors au niveau du, je sais pas, de l'écriture, c'est d'un plat, ça devient, une histoire quand même assez incroyable, devient un petit peu ennuyeuse à la lecture. Donc après c'est une appréciation personnelle bien sûr, mais voilà. Donc Margaret Atwood, c'est une autrice à laquelle je ne suis jamais revenue, malgré le fait que plusieurs de ses résumés, en tout cas, enfin des résumés des livres qu'elle a écrits, me paraissent intéressants et m'intriguent, mais je suis restée sur l'idée que son style ça marche pas. Donc, de Pénélopiade, c'est l'histoire de Pénélope racontée par Pénélope dans Morte, qui nous parle du monde des morts. Je ne sais pas, j'ai apprécié quand même, non, vraiment j'ai apprécié, mais il y a quand même un truc dans l'écriture qui fonctionne pas à 100% pour moi. C'est-à-dire que déjà, je trouve que l'idée est géniale. Moi, vraiment, les réécritures, c'est quelque chose qu'en fait j'aime beaucoup et que j'ai envie de plus en plus d'explorer, aussi bien en termes de lecture que finalement en termes de création. Moi, j'aimerais tellement, mais j'ai pas le... Voilà, je pense que je n'ai pas de niveau. J'adorerais écrire l'éducation sentimentale du point de vue de Madame Arnoux, par exemple. Bref. Donc voilà, ça c'est génial. Et le ton est parfois acerbe, ironique, d'une façon qui est vraiment vive d'esprit, que j'ai apprécié. Il y a aussi parfois des moments stylistiquement qui sont très jolis, avec notamment l'utilisation de répétitions et des structures de phrases qui sont propres à l'anglais, des manières dont on peut utiliser les mots qu'en français on peut difficilement faire. Il y a tout le temps ce renversement justement de focalisation, même sur des éléments qui paraissent anecdotiques, mais qui, alors même qu'on le sait et qu'on est, je pense, consciente de certaines choses, nous rappellent à quel point la plupart des histoires, ce sont des histoires pour reprendre les mots de Darwish, ce sont voilà, toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et moi j'ai envie d'être du côté... Enfin, j'ai envie de lire les histoires de ceux qui n'ont pas gagné les guerres, de ceux qui n'ont pas maltraité, etc. Donc... voilà, il y avait énormément de points positifs, mais ça tombe un peu short, quoi. Enfin, aussi bien par la taille, finalement, que des fois par le... Je sais pas comment dire, hein, mais le niveau littéraire. Ça flirte toujours, je trouve, en fait, Margaret Atwood, avec des idées vraiment intéressantes. Parfois une prose qui, sur des moments, a de véritables éclats. Et puis un côté où... Je vais pas dire que c'est de la littérature jeunesse parce qu'il faudrait pas aller jusque là quand même, mais ça manque pour moi d'une dimension vraiment... Par exemple, voilà, il faut pas comparer, mais je me dis, mais si Arundhati Roy, voyez, avait écrit l'histoire de Pénélope, ça aurait eu une autre envergure, quoi. Et
Ouais, moi c'est un peu mon problème avec Margaret Atwood. Je me rends compte que je suis pas très claire et pas très éloquente. Si jamais vous l'avez lu, dites-moi si vous êtes d'accord ou si vous comprenez déjà juste ce que je dis. Et puis ensuite, j'ai enfin fini ce recueil de nouvelles que j'ai recommencé un nombre incalculable de fois, Les jours de la femme Louise et autres nouvelles de Madeleine Bourdoux. Madeleine Bourdoux, vous savez, c'est une autrice que j'aime énormément. Qu'il y a 3 ans, 4 ans, j'avais mis au programme du club de lecture avec La femme de Gilles. Je pense qu'à l'époque, personne ne parlait de Madeleine Bourdoux. Et puis après, on a commencé à en parler un peu plus, donc je suis très contente. Enfin, je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je pense quand même que voilà. Et c'est une autrice qui a, pour moi, un talent incroyable en termes de poésie dans la prose et de poésie narrative. Une femme qui décrit extrêmement bien le mal-être qui frôle la folie des femmes dans des mariages ou des unions malheureuses avec la violence masculine la plus quotidienne et la plus banalisée. Elle arrive à faire coexister dans une histoire de juste 4-5 pages 2 univers, celui de la réalité banale, prosaïque, désespérante pour les femmes de l'époque et un monde à la fois fantasmé et parfois totalement mortifère mais qui reste un échappatoire. Je pense quand même que son écriture, dans ces nouvelles en tout cas, qui n'est pas du tout la même je trouve que dans La femme de Gilles, pourrait dérouter ou ne pas plaire à certains étant donné qu'il y a un côté un peu poétique, un peu poétique, un peu abstrait, voilà, qui je trouve est très représentatif de son époque aussi du 20e. Mais j'ai adoré, ça m'a beaucoup inspiré, certaines des histoires font écho à des germes et des graines d'histoire que j'ai en moi depuis très longtemps également, donc voilà, il y a toujours quelque chose d'incroyablement inspirant, rassurant, et qui donne confiance en soi quand on se rend compte que d'autres femmes qu'on trouve incroyablement brillantes ont eu des idées parallèles ou semblables, ou qui peuvent en tout cas au moins se rejoindre sur certains points, et que ça a trouvé aussi un lectorat, une oreille, et voilà. Donc j'aime beaucoup Madeleine Bourdoux, j'espère faire une vidéo sur elle cette année. Je dirais quand même que ça reste des textes en apparence très simples de par la banalité de ce qu'ils abordent, de par leur format très très court, mais qui sont quand même assez complexes finalement et pas forcément simples. Donc si vous n'avez jamais lu Madeleine Bourdoux et que là en m'entendant parler vous êtes très enthousiaste, je vous conseille de commencer par La femme de Gilles et non pas par Les jours de la femme Louise. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que j'ai lu en janvier. Là je suis... j'ai presque fini mon premier livre de février, donc c'est quand même cool vu qu'on est que le 2 février. J'espère que février sera un mois de lecture plus. En fait, je me rends compte, voilà, des fois des choses dépassent notre volonté, mais quand je vais mal, lire ça m'aide beaucoup et il faut que je me force, il faut que j'arrive à... Bien sûr on peut pas toujours se forcer, mais dans la mesure du possible, il faut que j'essaye un petit peu de me forcer. Et voilà, j'ai envie de lire ce mois-ci, j'ai envie de m'évader. J'ai aussi envie de lire des textes courts parce que c'est vrai que parfois, quand ça va mal, maintenir son attention et sa concentration sur un texte très long, c'est compliqué. Donc j'ai aussi sélectionné dans ma tête, là, bon, je peux vous le dire maintenant, mais des 2-3 autrices pour le mois où j'ai envie de... Parce que je sais qu'elles ont écrit des formats courts, donc j'ai envie de découvrir un peu plus Catherine Mansfield. J'ai envie de retourner vers Colette parce qu'il y a des textes courts de Colette que j'ai pas lus et qui m'intéressent, mais Colette, parfois dans les textes courts, elle est compliquée. Enfin, Colette, elle a une écriture en fait très précise et très complexe par certains aspects, donc il faut quand même être concentré. Voilà. J'ai peut-être envie, mais j'en suis vraiment pas sûre, de lire les autres textes de Kate Chopin, qui est une autrice des États-Unis que j'aime beaucoup, que j'avais découverte avec l'éveil il y a des années, vraiment il y a des années. C'est un texte magnifique, je trouve. Et puis, j'ai envie de lire Fatoudium, voilà, parce qu'elle a des textes courts, et notamment, il y a juste un recueil que j'ai ici, qui s'appelle La préférence nationale, je pense que j'en ai déjà parlé, et j'ai commencé à lire les 2 premières nouvelles, c'est très bien écrit, moi j'aime beaucoup l'écriture de Fatoudium, et... Voilà, je pense que je vais essayer de lire ça. Alors c'est juste des pistes, c'est au cas où, si j'arrive pas à me concentrer sur un livre long, même s'il y a le tome 2 de l'Amie prodigieuse à lire pour le club de lecture, rejoignez-nous si vous voulez, j'ai des idées de textes courts pour me sortir de ce marasme qui est ma vie en ce moment. En tout cas ma vie professionnelle, voilà. Mais écoutez, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. Je suis désolée pour l'absence de vidéo ce mois-ci, je m'en excuse d'autant plus auprès des membres. Je vais vraiment essayer de me rattraper en février. Et je vous dis à très bientôt.